Chers amis auditeurs, cette semaine on se retrouve pour une promenade au colloque d'éléments autour de la figure de Proudhon qui a eu lieu le 20 mai 2017. Étaient présents à la tribune Alain de Benoît, Marc Imbert, Thibaut Isabelle et Michel Onfray est annoncé. Alors, suite à un problème de santé, il n'a pas pu se déplacer, mais il a donné son allocution par vidéo, raison pour laquelle je vous ai juste mis un son d'ambiance de l'intervention de Michel Onfray et non pas les questions que j'avais prévu de lui poser. Je vous rappelle que vous pouvez toujours donner sur notre Tipeee afin d'encourager nos travaux. De la même manière, vous pouvez nous partager sur les réseaux sociaux, commenter en bas de cette vidéo et également sur le support Kabyka Liberata, que nous soyons bien fraternellement, ainsi que nos camarades de Méridien Zéro. Bonne écoute. Qui s'occuperait d'un pouvoir qui serait l'organisation. L'autorité, c'est pas l'autorité de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. L'autorité, c'est la possibilité pour le groupe de dégager une règle du jeu qui rendra possible l'autogestion. Il y a un malentendu aussi chez Proudhon sur cette question de la propriété. C'est-à-dire que quand, à 17 ans, je suis tombé sur qu'est-ce que la propriété, je me souviens très bien de la petite édition Garnier Flammarion avec la peinture de Courbet. J'ai d'ailleurs le projet d'écrire un jour un petit livre sur cette peinture pour raconter Proudhon. Et j'avais lu effectivement ce livre, j'avais 17 ans, c'est pas facile forcément à lire quand on a 17 ans, il avait cette belle idée, c'était un tweet avant l'heure, la propriété c'est le vol. Et donc évidemment, on s'emballe quand on a 17 ans pour une formule comme celle-ci, même si après il faut rentrer dans cette idée qu'il est en train d'expliquer que c'est la théorie de l'aubaine, et que l'aubaine c'est ce qui permet à un patron éventuellement, ne payant pas la force de travail, de spolier les ouvriers, de sorte que quand il y a propriété, il y a vol parce qu'il y a spoliation de la force du travail qui n'aura pas été payée, parce que 200 personnes, c'est le chiffre de Proudhon, enfin 200 personnes qui travaillent pendant une heure à l'érection de l'obélisque sur la place de la Concorde, obtiendront un effet que n'obtiendra pas quelqu'un qui travaillera tout seul pendant 200 heures. Et donc toute cette théorie de l'aubaine chez Proudhon, qui dit qu'effectivement quand il y a une propriété constituée sur la confiscation de l'aubaine, il y a vol, c'était trop subtil, aussi bien pour moi à l'époque que pour beaucoup d'autres aujourd'hui, qui en sont restés à cette formule qui a valu beaucoup pour la réputation de Proudhon, et la mauvaise réputation parce que c'est beaucoup plus subtil comme toujours, et on n'a pas bien compris ce qu'il disait quand il faisait l'anatomie de cette propriété, de la constitution de la propriété. Et puis on a imaginé qu'il avait attaqué l'État sur le début de sa vie, puis qu'il avait défendu l'État sur la fin de son existence, avec sa théorie de la propriété, et que ce n'était pas exactement la même chose. Or, c'est la même chose. Simplement, c'est l'État vu de deux manières différentes. Dans un premier temps, on peut imaginer que l'État, s'il est l'instrument du capital et du capitalisme, est effectivement une occasion d'exploiter les gens. Donc, pas défendre un État qui serait exploiteur, qui garantirait la spoliation de la force de travail des ouvriers. Donc, en ce sens, l'État peut être fustigé, peut être détruit, ou on peut appeler à la destruction de cet État en tant qu'il est un instrument qui abîme le travailleur, le prolétariat ou le peuple. Mais on peut aussi imaginer que, et c'est ce que pense Proudhon sur la fin, et je ne vois pas de contradiction avec le début, que la propriété, en tant qu'elle est la garantie de l'individualité, il y a des pages magnifiques chez Proudhon qui sont des pages de prescience sur cette idée que le communisme apporterait l'autorité, finalement il décrit presque des soviétiques un siècle avant l'heure, ou pas un siècle, enfin des décennies avant l'heure, parce qu'il a vu effectivement que la collectivisation des biens, que la disparition de la propriété, que la propriété collective des moyens de production n'irait pas sans une contrainte qui générerait une société qui deviendrait même autoritaire. Donc la petite propriété est pour lui la garantie d'une liberté, et qu'il faut évidemment maintenir. Et il y a quelque chose d'intéressant dans la théorie de la fin qui nous dit que l'État doit garantir la petite propriété parce qu'elle garantira de ce fait la liberté qui est le seul bien dont nous disposions véritablement. Si ensuite on imagine une fabrication libertaire de la société avec des associations, avec des mutualisations, avec des coopérations, avec des communalismes libertaires qui permettraient d'élire des représentants qui eux-mêmes éliraient des représentants, on peut imaginer que, pour le coup, l'État, en tant qu'il n'est plus exploiteur, garantit l'option libertaire. Il y aurait donc en ce sens un État libertaire. De la même manière qu'il y aurait un État libéral exploiteur, qu'il faudrait supprimer, ce que je crois,
peut imaginer qu'il y aurait un État libertaire qui garantirait le mode d'organisation libertaire, qui pour le coup ne serait pas jacobin et robespierriste, mais serait girondin et communaliste. Quand les députés girondins nous disent que Paris, à l'époque, ne doit peser qu'un 83e de la représentation nationale, ils disent des choses essentielles, auxquelles je souscris toujours aujourd'hui, alors qu'on voit bien que c'est très exactement l'inverse, que Paris, c'est en gros 83% de la souveraineté, et puis que le reste, c'est pour les provinces, et encore, quand ça n'est pas plus, parce qu'effectivement, ce schéma, donc Tocqueville nous a dit qu'il était hérité de Philippe le Bel, et il a bien raison en ce sens, et d'ailleurs, je vous une parenthèse pour dire que il y a une confiscation de Tocqueville par la droite dans une perspective de guerre froide. Il fallait trouver une espèce d'opposant à Marx, et finalement Tocqueville a fait l'affaire via des gens comme Raymond Aron, et on a fait une lecture de droite de Tocqueville qui dit, lui, quand il est élu député, qu'il veut un siège à gauche. Dans l'hémicycle, il y a entre Tocqueville et Proudhon nombre de passages qui seraient très intéressants de travailler. Parenthèse fermée, juste pour dire qu'effectivement l'État centralisateur que commence Philippe le Bel, que continue Louis XIV, que poursuivent les différents monarques, et puis après on aura Napoléon, et puis on pourrait aller jusqu'à aujourd'hui avec De Gaulle, Mitterrand et quelques autres. Cet État-là, effectivement, il est un instrument de l'exploitation du peuple. On peut imaginer, et Proudhon le souhaitait, qu'un autre type d'État serait susceptible de rendre possible la garantie des libertés, la garantie libertaire, et qu'il faudrait une autre organisation de l'État. Ça aussi, c'est une idée qui me paraît extrêmement intéressante. Et puis, je voudrais aussi ajouter que les potentialités proudhoniennes n'ont pas été expérimentées. Il y a eu des moments, on sait que Proudhon n'était plus vivant au moment de la Commune, mais qu'une partie de la Commune a été proudhonienne, et je pense que quand on regarde comment a fonctionné la Commune de Paris, nombre d'idées de Proudhon se sont trouvées incarnées dans ces journées magnifiques de la Commune de Paris. Et il me semble qu'on doit, alors Marx évidemment n'a pas aimé la Commune de Paris, même si par la suite il écrira des choses pour se rattraper un peu, parce qu'il estimait qu'elle n'était pas marxiste, qu'elle n'avait pas compris qu'il fallait une espèce d'avant-garde éclairée, qu'il fallait un certain type de dictature du prolétariat, et qu'il fallait revendiquer clairement la violence pour imposer sa volonté. Il a posé la violence, c'était aussi le bourrage des urnes, au moins des internationales, Marx. Mais il y a eu chez les proudhoniens, et chez un certain nombre d'autres libertaires, la démonstration qu'on pouvait organiser la révolution sans faire couler le sang, en organisant simplement des ateliers, en rendant possible des répartitions des richesses, des pouvoirs, en permettant à des femmes toutes seules, à des enfants perdus, abandonnés, ou à des travailleurs, de s'organiser différemment dans le sens de la fraternité. On sait comment la Commune s'est terminée, dans le sang, avec les massacres, bien sûr, puis aussi avec les déportations, Louise Michel, entre autres, et ça a été une première saignée qui a été faite dans l'esprit libertaire français, dans l'esprit proudhonien. Puis il y a eu d'autres saignées, il y a eu effectivement la domination marxiste, intellectuelle, puis après la domination marxiste à partir de la Révolution russe, destruction encore de ceux qui ont pu être proudhoniens, ou de ceux qui étaient anarchistes. Kropotkin en dit, même si Kropotkin reste quand même un peu reste communiste sur son terrain. Je préfère Volin et la Révolution inconnue, qui dit des choses extrêmement intéressantes sur le fonctionnement de la Révolution russe. Il nous explique comment, justement, le souci libertaire, presque d'une certaine manière proudhonien, le souci des soviets, fait dire aux marins de Kronstadt qu'ils n'ont pas fait la révolution pour une dictature du parti, mais ils ont fait la révolution pour le soviet. Et la réponse, on la connaît, c'est l'armée rouge de Trotsky qui fusille les marins de Kronstadt. Donc là encore, la pensée libertaire s'est trouvée massacrée. Il y a eu un autre moment où, d'une certaine manière, elle a eu à subir une association, un compagnonnage avec des gens pas forcément très intéressants, Ravachol, qui est loin d'être un héros pour moi, ou tous ces gens qui se sont réclamés de l'anarchie pour massacrer, pour tuer, pour piller, pour cambrioler. Je ne suis pas bien sûr que ce moment-là, qui a associé les voies de fait à l'anarchie, ait été véritablement un moment anarchiste. Comment est-il que ça s'est trouvé comme par hasard, il faudrait faire l'historiographie de cette aventure, à un moment intégré dans l'histoire de l'anarchie, comme pour mieux déconsidérer l'anarchie en disant regardez, ce sont des poseurs de bombes, et que peut-on attendre d'autres des anarchistes, et on sait hélas encore aujourd'hui que le mot anarchiste est connoté de ce côté-là. Ce sont des poseurs de bombes, ce sont des gens qui tuent, qui massacrent, ce sont des destructeurs qui n'auraient que la négativité en tête.
Et puis il y a eu un dernier moment qui a beaucoup fait de mal aussi à Proudhon, aux idées proudhoniennes, ça a été un peu mai 68 qui a beaucoup détruit, donc la négativité a fonctionné et c'était pas une mauvaise chose. Simplement, rien n'est arrivé qui puisse relever de la pensée libertaire, mais tout de la pensée libérale. C'est-à-dire que on a vu que le général de Gaulle est parti, on ne va pas rentrer dans le détail de cette aventure, mais que Pompidou arrive et qu'assez rapidement, l'un des succès de mai 68, c'est l'arrivée de Giscard au pouvoir. Et l'un des succès de Giscard, c'est d'avoir eu un successeur en Mitterrand qui, en 1983, se convertit à ses idées, sans dire évidemment qu'il se convertit. Et on voit bien ce que ça a donné, cette conversion au libéralisme de la gauche depuis 1983. Donc effectivement, il y a des couches et des strates qui empêchent de lire véritablement Proudhon, plus cette couche universitaire, parce que finalement, les universitaires, il faudra faire une analyse à la Bourdieu pour voir qui ils sont, d'où ils viennent, ce que sont leurs milieux. Mais finalement, Marx était un héritier, et les universitaires aiment beaucoup l'héritier, avocat, issu d'une famille juive, des villes. Longtemps, l'intelligentsia universitaire a fait de Marx un héros, et ça continue, chez des gens comme Badiou, chez des gens comme Zizek, ça continue, puis chez d'autres, chez des Rancière, chez des Balibar, qui sont toujours sur ce terrain marxiste, ou néo-marxiste, ou post-marxiste, mais toujours en relation avec Marx, en oubliant qu'il y a eu Proudhon, simplement parce que les éléments de langage anti-proudhoniens ont été fournis par Marx et les marxistes et les siens, et que ces éléments de langage ont été repris par les universitaires, qui, quand ils ne disent pas antisémites, misogynes, phallocrates, donc écartons, se mettent à lire, mais à partir de l'histoire de la philosophie, et uniquement dans la perspective polémique qui aurait été organisée par Marx. Donc il faut évidemment lire et relire Proudhon, le commenter, l'actualiser, montrer qu'il n'a cessé d'être d'actualité, montrer aussi que quand il y a eu du proudhonisme, par exemple chez les Lippe, eh bien on a détruit cette aventure, des passages, des moments terribles de Mitterrand contre cette façon d'être de gauche, parce qu'effectivement, il préférait une façon césarienne, et très exactement le contraire de Proudhon. Mais là, d'un seul coup, on n'avait pas une gauche césarienne, mais on avait une gauche mutualiste, coopérative, fédérée, avec des gens compétents qui savaient faire des montres, les produire, les vendre et vivre en vendant leurs montres. Il était bien évident qu'il fallait détruire cet exemple qu'il pouvait y avoir une gauche qui ne soit ni bolchevique, ni marxiste, ni une gauche des barbelés, ni une gauche du goulag, parce que ça faisait mauvais genre de laisser croire effectivement qu'on pouvait être de gauche sans couper des têtes. Je conclurai pour dire que quand Béni Lévy, qui à l'époque était le secrétaire de Sartre, Béni Lévy s'en va faire un tour chez Lippe et qu'il voit ce qui se passe chez Lippe, il se dit d'un seul coup, on n'a pas besoin d'avoir lu Marx, on n'a pas besoin de connaître l'allemand, on n'a pas besoin d'avoir fait l'exégèse de la phénoménologie de l'esprit, on n'a pas besoin de connaître la filiation de Marx, Hegelian, Stirner, Brodobauer, Feuerbach, etc. On n'a pas besoin de tout ça pour faire véritablement la révolution. On n'a pas besoin de goulag, on n'a pas besoin de guillotine, on n'a pas besoin de faire couler le sang. On peut juste faire, fabriquer, mutualiser, coopérer. Ça marche, et ça marche très bien. Et cet homme dissout la gauche prolétarienne dans la foulée. Et il met en perspective la dissolution de la gauche prolétarienne avec sa visite au Lippe, où effectivement nous avions une expérience véritablement proudhonienne. Et que devient-il ? Eh bien, il se convertit au judaïsme, il devient un talmudiste apprécié dans ces milieux-là, et il estime que la révolution, c'est le messianisme, c'est le judaïsme, et puis finalement, le peuple juif est porteur de la révolution, il s'engage sur cette voie-là, c'est-à-dire qu'il se désengage du terrain politique. Ce qui veut dire que, et je conclus, il y a un champ immense qui est ouvert dans cette aventure et qui doit nous permettre aujourd'hui, quand on est de droite et quand on est de gauche, c'est très à la mode, pouvoir se retrouver sur des textes qu'il nous faut penser. Est-ce qu'on pourrait reproduire ce que j'avance là sur Proudhon? On pourrait le faire avec Spengler, on pourrait le faire avec Tocqueville, on pourrait le faire avec Carl Schmitt, on pourrait le faire avec plein d'autres auteurs. Et je profite de ce moment de quasi-intimité avec vous pour vous annoncer que cette revue sera l'occasion justement de penser, comment dire les choses, une espèce de souverainisme de la politique, de l'intelligence, des idées, etc. Et qu'il faudra bien que quelques-uns qui sont de bonne volonté, dont vous, dont
vous, cher Thibault, vous, cher Alain Benoît, et ce sera l'occasion de penser à nouveau frais, au-delà des insultes, des cris d'orfraie de tel ou tel, des médias dominants qui estiment que nous referions des alliances rouge-brun ou je ne sais quoi. Et ça devrait pouvoir être l'occasion de penser le monde tel qu'il est, de repenser le socialisme à la lueur du socialisme français, de voir qu'il y a eu un socialisme proudhonien, de voir que Proudhon est un auteur qu'on a oublié, qu'il serait temps de commenter à nouveau, de le lire ensemble, de lire ses accords, ses désaccords, mais de faire des propositions politiques qui soient alternatives au libéralisme, bien sûr, et qui ne soient pas pour autant des ressucés aussi bien d'une espèce de nationalisme à la Marine Le Pen ou de nationalisme à la Jean-Luc Mélenchon, des choses mélangées, de narcissisme, etc. Il faut retrouver le sens du tribun de la plèbe, et ce sens-là, il me semble qu'on doit pouvoir le trouver à partir de quelques bonnes volontés rassemblées pour penser Proudhon qui attend son heure. Voilà, excusez-moi de ne pas avoir pu être parmi vous, je vais quitter mon siège et aller me recoucher, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Nous oublions aujourd'hui que durant presque tout le XIXe siècle, le grand maître à penser des opposants au libéralisme ne fut pas Karl Marx, comme on l'imagine souvent, mais le français Pierre-Joseph Proudhon. Jusqu'à sa mort, en 1865, Proudhon s'est imposé comme le chef de file des milieux socialistes. Non seulement dans notre pays, en France, mais aussi partout en Europe. L'anarcho-syndicalisme français et le populisme russe se revendiqueront par exemple ouvertement de l'héritage proudhonien. L'influence du marxisme ne deviendra prépondérante qu'à partir de la Deuxième Internationale, c'est-à-dire en 1889, et surtout au début du XXe siècle. Marx et Proudhon ont appartenu à la même génération. Ils se sont très bien connus et ils ont fréquenté les mêmes milieux. Mais ils ne s'aimaient guère. Là où Proudhon mettait l'accent sur la liberté, Marx insistait sur l'égalité. Là où l'un croyait envers et contre tout à l'idéal d'autonomie et de responsabilité, le second, Marx, encourageait le contrôle collectiviste des moyens de production, quitte à instaurer une dictature du prolétariat. Il se trouve qu'à notre époque, le marxisme a très largement reflué sur le terrain politique. Depuis la chute du mur de Berlin, les idéaux communistes se sont même effondrés. Pourtant, le néolibéralisme ne suscite guère l'enthousiasme. La grave crise politique que nous traversons, ils votent la plupart du temps contre et ignorent pour quelle cause s'enthousiasmer. Si nous voulons faire ce Moi, ça me va très bien. Louis Narot, bonjour. Bonjour. Alors, on est aujourd'hui au colloque du Grèce sur la figure de Proudhon. Qu'est-ce que vous pouvez, puisque vous avez, je crois, écrit à ce sujet dans le dernier numéro de Crisis, et vous avez, je crois, écrit aussi un papier dans la dernière livraison de l'Action française, si je ne me trompe pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'actualité, déjà, éditoriale de Proudhon ces dernières semaines, et puis, plus globalement, qu'est-ce que vous, comme militant politique, vous en tirez comme leçon ? Alors pour ce qui est de l'actualité éditoriale, bon, il y a le livre dont on vient de parler au colloque, le livre de Thibault Isabelle, qui ne va pas tarder à sortir et qui m'a l'air absolument passionnant. Qui s'intitule Proudhon et l'ordre sans le pouvoir, ou enfin bref, la thématique typiquement proudhonienne, et précisément c'est cette thématique qui m'intéresse moi en tant que militant politique. On en discutait justement avec les camarades à l'instant. C'est que au fond, Proudhon, c'est la grande lutte contre la double aliénation du capital d'une part, de l'État d'autre part, mais sans verser dans la caricature que l'on fait de l'anarchisme. Et la grande idée en fait de Proudhon, c'est comment rétablir en fait l'ordre par l'autogestion,
Et donc c'est ce qui explique, on va dire, tout son système fédéral. Et nous qui sommes des petites structures militantes, hein, bon, moi je suis membre fondateur du Cercle Henri Lagrange, nous qui sommes des petites structures militantes et qui essayons de façon hyper localiste, on va dire, d'être le plus efficient possible, bah forcément la pensée proudhonienne elle nous interpelle. Maintenant, comme on le disait avec les camarades tout à l'heure, évidemment c'est une pensée qui est incomplète. Et par conséquent, il faut la compléter. Alors sous l'angle du fédéralisme, il faut la compléter par une pensée plus structurée sur la nature de l'État fédéral en question. Proudhon a beaucoup pensé les entités fédérées. Il n'a pas eu le temps de penser l'État fédéral. Un autre penseur que j'aime bien mettre en perspective, parce que les deux se complètent, Maurras, a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a beaucoup pensé l'État fédéral sans penser suffisamment l'État fédéré. Donc au fond, une double lecture, celle de Proudhon et celle de Maurras, je pense, complète assez bien. Oui, pour rappel, donc le Cercle Henri Lagrange s'occupe principalement d'exprimer, enfin d'élaborer une critique au fil de vidéos que vous publiez tous les mois ou tous les 2 mois sur la pensée libérale. C'est ça, exactement. Alors pour Cercle Henri Lagrange, pour les initiés, Henri Lagrange, hein, c'est l'un des fondateurs avec Valois et Berthe du Cercle Proudhon. Donc voilà, bon, l'affiliation est explicite. Et ce qui nous plaisait en fait dans le Cercle Proudhon, c'est justement cette idée que des nationalistes intégraux ont essayé de se réunir avec des syndicalistes révolutionnaires à tendance aurélienne pour tenter de poser une critique complète justement du libéralisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer, quand on critique en tout cas le libéralisme, tout à la fois en fait d'une posture anticapitaliste radicale, et Proudhon là-dessus n'a rien à envier à Marx, puisqu'en fait Marx, avant d'écrire Misère de la philosophie, a été turiféraire de Proudhon. Il a même dit que c'était le plus grand des socialistes français, etc. Oui, juste pour rappel pour les plus jeunes, ce livre que vous évoquez en fait est le livre polémique dans lequel il fait une critique très acerbe, pas toujours juste d'ailleurs, de l'œuvre de Proudhon, Misère de la philosophie, qui répondait d'ailleurs, je crois, à des écrits antérieurs de Proudhon. Philosophie de la misère. Voilà, philosophie de la misère. Là, on a affaire à un chiasme typiquement hegelien. On est là presque dans les anathèmes qu'on verra plus tard dans l'école situationniste. Enfin, tout ça pour revenir à ce qu'on disait, oui, Proudhon a un socialisme plus réaliste, moins idéaliste, moins violent aussi, comme l'a rappelé tout à l'heure Michel Onfray lors de son intervention vidéo. C'est ça, en rupture avec ce qu'on ferait appeler tout à l'heure dans son intervention vidéo, la négativité typiquement hegelienne. Ce qui ne signifie pas que Proudhon, au passage, soit un adversaire de la dialectique en soi. Seulement, il renouvelle la dialectique. Il disait à propos d'Hegel, la grande erreur du maître, en parlant d'Hegel donc, est d'avoir vu 3 termes là où il n'y en avait que 2. Et au fond, Proudhon, face à des polarités contraires, typiquement concurrence-monopole, liberté-égalité, eh bien, plutôt que de chercher une tierce synthèse, va essayer de trouver toujours un juste équilibre. Et c'est passionnant parce qu'au fond, cette méthode purement cognitive se transcrit ensuite dans son approche sociologique de la nation, enfin en tout cas du peuple, puisqu'il considère que certes, il y a des pôles contraires, typiquement la bourgeoisie, en tout cas les propriétaires de moyens de production d'une part, et puis d'autre part le travailleur, celui qui n'a que sa force de travail, n'est-ce pas, pour gagner sa vie. Mais il dit, il ne faut pas résoudre cela par une synthèse qui passerait par l'anéantissement en fait de l'un des 2 pôles. Il faut au contraire trouver un juste équilibre. Et au fond, il faut extirper de la société ce qui empêche ce juste équilibre. Et qu'est-ce qui l'empêche ? C'est l'usure. Et ce qui me permet en fait, au fond, de rebondir, de dire que Proudhon est beaucoup plus conservateur. Enfin, on préfère le mot traditionnaliste que certains types de la CNT le pensent. C'est que au fond, Proudhon, c'est un vrai anarcho-conservateur ou un vrai socialiste. On dirait de droite aujourd'hui, mais un vrai socialiste traditionnel. Et anarchiste Tory, comme l'expression qu'utilise Michéa pour parler d'Orwell. Exactement. Bon, nous sur les antennes de Fréquence Orage d'Acier, on n'a pas de problème avec le mot conservateur, à condition qu'il ne signifie pas le libéral conservatisme des Tocquevilliens en peau de lapin dont a parlé Michel Onfray tout à l'heure, mais plutôt la révolution conservatrice, entendue à la fois dans sa version française avec les non-conformistes des années 30, je dirais tournant autour de l'action française, et en Allemagne avec la révolution conservatrice, bien sûr. Toute la question étant toujours de savoir qu'est-ce que l'on entend conserver. Et ce qui permet de distinguer, en gros, les conservateurs d'aujourd'hui. Les macroniens sont des conservateurs puisqu'ils entendent conserver l'ordre établi, sauf que nous, après Maurras, nous disons que cet ordre est un désordre institutionnalisé, et nous sommes les vrais conservateurs en tant que tenants des grandes valeurs immuables et traditionnelles. C'est Monsieur de Charette, puisque on connaît un peu nos classiques royalistes aussi. Alors c'est Monsieur de Charette qui disait leurs idées sont vieilles comme le diable, qui prônent la nouveauté. Enfin, je le paraphrase, mais c'est un peu l'idée. Et c'est au fond cela. Voilà, nous sommes conservateurs en sens que nous voulons conserver ce qu'il y a d'immuable dans l'homme. Voilà. Louis, merci. Je t'en prie. Salut camarades.
Pour la deuxième fois cette année, on se retrouve avec François Bousquet. Alors cette fois-ci pour un autre rendez-vous. On s'était croisé à l'Iliade. Cette fois-ci, on se trouve devant le colloque du Grèce sur la figure de Proudhon. Alors François, vous qui êtes un homme orchestre et surtout un vrai encyclopédiste, est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on en parlait tout à l'heure un peu en off, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le Proudhon qui vous convient et celui qui vous convient le moins ? Alors le Proudhon qui me convient, c'est le Proudhon que les proudhoniens ont tendance à dédaigner, à critiquer. C'est le Proudhon plutôt réactionnaire, plutôt conservateur. C'est un personnage vétéro-testamentaire, très attaché aux valeurs familiales. On peut dire même de lui que c'est un penseur familialiste. Et dans son éloge, dans son critique des femmes, donc dans la pornocratie, il fait un éloge en fait du pater familias. Le pater familias, c'était la conception du pouvoir patriarcal chez les Romains, avec droit de vie et de mort sur la gynécée, enfin sur la famille. J'en suis pas là, certes, mais je trouve que c'est assez plaisant que le penseur du mutualisme et par ailleurs fait l'éloge de cette forme de conception plutôt réactionnaire de la famille. J'aime beaucoup chez Proudhon le côté Luther, le côté polémiste, le côté lion. Il est moins grand que polémiste que Marx, et du reste dans la polémique entre Marx et Proudhon, Marx piétine Proudhon, vraiment il le piétine. En particulier une lettre à un marxiste où il démolit la philosophie de la misère, et où il reprend son bouquin Misère de la philosophie. Et pour autant c'est un grand polémiste Proudhon, donc je suis très sensible à ça, très sensible à ses attaques contre la philosophie des Lumières, Rousseau, mais également Voltaire, ce qu'il appelait les femmelins. Donc c'est un Proudhon auquel je suis particulièrement attaché. Mais par contre, en revanche, le Proudhon dont on fait l'éloge régulièrement, c'est-à-dire le Proudhon penseur du mutualisme, penseur de l'anarchisme, des formes de coopérative, c'est des formes qui me séduisent en l'absolu, mais force est de constater qu'elles ont la plupart du temps échoué. Quand elles fonctionnent, c'est dans des univers citadins, en général de bobos. Les seules coopératives qui fonctionnent aujourd'hui, me semble-t-il, c'est les biocoop. Donc les biocoop, c'est plutôt bio. Il y a un tiers des biocoop qui sont des coopératives, où il y a une différence de salaire de 1 à 3, c'est-à-dire que l'ouvrier gagne 3 fois moins que le patron et vice-versa. Mais toutes les coopératives que j'ai pu côtoyer, en particulier dans l'imprimerie, étant un ancien éditeur, étaient frappantes. Moi, j'allais chez des imprimeurs, autant j'étais éditeur à l'âge d'homme, et dans les imprimeurs, donc qui étaient des coopératives, la classe ouvrière, enfin bref, l'ouvrier imprimeur n'était absolument pas concerné par la forme de gouvernement de son entreprise. Ça ne le concernait pas. Lui, il pointait le matin en arrivant, il pointait le soir en partant, il encaissait son salaire, il remplissait son frigo et il allumait Bein Sport. Enfin, c'était pas Bein Sport à l'époque, c'était Canal, pour regarder son match de foot. Donc, étonnamment, on offrait à l'ouvrier une société dans laquelle les écarts de salaire sont dignes, où au fond il y avait pas un salaire minimal, mais il y avait un salaire maximal. Et bien cette forme de gouvernement d'entreprise, pour reprendre votre mot, ne le séduisait absolument pas. C'est que ce qui me frappe toujours dans la coopérative, c'est que ça ne séduit que les bobos, que les classes citadines, que les classes éduquées. Alors comment faire pour introduire ce type de gouvernement dans les classes populaires? Il y a un travail d'éducation, de pédagogie, mais qui prendra beaucoup de temps. Et l'autre point qui me frappe, c'est qu'on a tendance à dire que ces formes-là sont des formes obsolètes. Or, le phénomène des start-up nous montre l'incapacité des start-up. Proudhon ne cherchait pas à faire de l'argent. Les start-up cherchent à lever des fonds et à faire de l'argent. Pour autant, les plateformes participatives répondent au schéma de gouvernance tel que Proudhon le concevait. Donc, en fait, le proudhonisme marche très bien, mais dans l'univers libéral-libertaire. C'est le grand paradoxe que je pointe et qui me semble être un des impasses de la pensée de Proudhon. Et l'autre, je suis très attaché à la forme de l'État. Alors, pas de l'État, pas du monstre froid dont parlait Nietzsche, pas de l'État léviathan, certes, mais pour autant, je ne vois pas comment les sociétés peuvent faire l'économie d'un État, enfin d'une structure vertébrale. Et donc d'une hiérarchie. Donc je suis plutôt attaché aux formes d'autorité qu'aux formes de fraternité, mais peut-être que c'est mon éthos de droite. Donc c'est les réserves que je formule à l'égard de Proudhon. Alors comment expliquer justement ce dégoût de la hiérarchie dans l'État, alors que dans la famille, en revanche, cette hiérarchie, parfois même jusqu'à l'extrême, remporte ses suffrages? Parce qu'il y a une chimère, je crois, au fond de la pensée anarchiste. Il y a un impensé, c'est l'impensé de la manière dont les sociétés s'instituent. Elles s'instituent à travers le phénomène de la loi. On ne peut pas faire l'économie de la loi. Or, Proudhon semble croire, en tout cas penser, dans son œuvre, je la connais pas assez, cela étant, parce que j'ai lu le journal, et en partie son écrit de la justice, où il parle des femmelins. Proudhon en fait l'économie et ça ruine son système de pensée. François, merci. Merci à toi. Ouais.
Alors, chers amis, une fois encore, dans les travées de ce colloque du Grèce, nous avons croisé Gabriele Adinolfi, que vous autres auditeurs vous connaissez, puisque nous le considérons un peu comme un maître, même si il n'accepterait pas, lui qui a pratiqué les arts martiaux, il n'accepterait probablement pas ce qualificatif. Gabriele, bonjour. Bonjour. Alors, je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous pouvez évidemment retrouver les travaux de Gabriele sur sa chaîne YouTube. Il suffit de taper Gabriele Adinolfi et vous trouverez un cycle de formation à destination des militants euronationalistes afin de se débarrasser des scories et même parfois des boulets que nous traînons derrière nous et d'acquérir une pensée stratégique conforme aux exigences du temps. Alors, sans parler de cette initiative, Gabriele, pouvez-vous nous dire un mot de ce colloque sur Proudhon et ce que vous, comme lecteur italien en plus, même si vous êtes francophone depuis des décennies maintenant, qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement, comme militant politique? Tout d'abord, il faut voir comment on se pose par rapport à l'élément duquel on parle. Parce que très souvent, les gens, c'est comme le berger espagnol, on pense qu'on veut. Alors, il y a un grand risque, c'est de prendre de Proudhon la Libye pour un nostalgisme esthétique et un souverainisme passif. Et encore, pour se complaire dans ce que je trouve être aujourd'hui le principal problème de la organisationnelle et mentale de tout le groupe, de tout le mouvement populiste et nationaliste, c'est-à-dire le mythe, l'utopie de la démocratie. Que la démocratie, je pense, c'est une tromperie complète et ça n'a jamais permis, sauf à niveau de village, de créer quoi que ce soit. Alors, c'est seulement l'utile pour que justement la technocratie domine. Alors, Proudhon, évidemment, il a quelque chose de très intéressant en lui, c'est-à-dire il est nostalgique d'une société qu'on peut appeler organique. Et il cherche une manière de pouvoir rétablir cette société organique, mais il la cherche vraiment mal, parce que de l'organisation démocratique, anarchique, comme on l'appelle, même si c'est une autre chose, et fédérale, en soi, s'il n'est pas ancré sur quelque chose de beaucoup plus précis, on y arrive après, c'est destiné à l'erreur. Et c'est la raison pour laquelle, à l'échec, c'est la raison pour laquelle Marx, qui est quand même de toute manière est un guerrier anti-organique, mais est un guerrier anti-organique qui a une logique conquérante et arrive à écraser, si l'on veut, Proudhon dans la gestion idéologique de la gauche. Évidemment, après, l'intervention de Benoît a été très intéressante, parce qu'il nous fait voir comme, d'une certaine manière, le proudhonisme a été repris de façon très intéressante dans le syndicalisme révolutionnaire, ou même dans Sorel, comme il l'a dit, il a fait d'une certaine manière la synthèse entre Proudhon et Marx. Et donc, nous avons à nouveau quelque chose de très, très actif et de très intéressant qui, d'après moi, aboutira aux révolutions nationales. Mais c'est pas Proudhon qui aboutit aux révolutions nationales, c'est ce qu'on a pris de Proudhon, apporté par exemple, par Sorel, par Berthe, par Mussolini, etc., etc. Et la différence, on arrive jusqu'aux des grands exemples de révolution nationale en Italie et en Allemagne, qui apportent une société organique de manière différente, mais sur une logique qui est une logique impériale. L'impérium, qui permet de reconstituer d'une certaine manière l'ordre des clans et l'ordre aussi de corpos et l'ordre même de localités. Donc c'est une fédération qui n'est pas une fédération démocratique, mais qui est une élection, je l'appellerai guerrière indo-européenne, de la liberté debout. Et ce qui permet exactement l'aboutissement de quelque chose qui est une correction, rectification de la société, de la culture, la société et l'économie dans laquelle on vit. Alors, justement, le grand problème que je crois qu'il doit être posé dans tous les milieux, appelons-le populiste, souverainiste, nationaliste, appelons comme on le veut, aujourd'hui, justement, celui-là de choisir entre
c'est complaire dans ce discours qui a été tenu simplement du peuple contre l'élite de façon très, très vague et de la réclamation d'une démocratie qui pourrait sauver la planète, ou bien la logique de créer un impérium et une force impériale, un axe impérial dans lequel tout cela va hiérarchiquement et presque automatiquement à son but réel. Donc je pense évidemment, je suis tout à fait pour la deuxième solution dans ces cas-là. Et par exemple, j'en profite pour le samedi 17 juin, puisque l'élection est déjà passée, je vais tenir un petit meeting à Paris qui s'appellera Une autre Europe est impérative, donc impérative, ce qui amène le mot et implique tout le reste, auquel participeront plusieurs personnes. Je veux dire, en France, il y aura le professeur Gérard Ducy, il y aura Georges Feltin-Tragol, il y aura Arnaud Noden, mais puis il y aura des personnes qui viendront de l'étranger, moi-même. Il y aura Mario Borghezio, qui est non seulement député européen, mais aussi fait partie aussi de la Commission des Affaires étrangères et de l'Europe. Il y aura un ancien parlementaire grec, Santinos Boviatsos, il y aura un ancien député du Vlaams Bloc, avant que le Vlaams Belan, Hilda de Lobel, et nous aurons des interventions de l'Espagne par Eric Ravello-Barber et de l'Allemagne par Philippe Stein. Ça sera du samedi 17 juin, de 14h à 18h, à l'hôtel Lodge, à l'avenue... je l'ai pas là, c'est la 13e, je crois que c'est avenue... Je vais regarder... De toute façon, on va vous mettre toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous retrouverez toutes les informations en commentaire. Donc, on rappelle donc le 17 juin à Paris, dans le 13e, avenue Astier. Avenue Astier, numéro 1, Hôtel Lodge. Gabriele, si on revenait à notre propos de fond, est-ce que c'est pas le mot de hiérarchie, en fait, qui résumerait la grande carence, finalement, de l'œuvre de Proudhon? Oui, tout à fait. Parce que quand son opposition à l'autoritarisme, ou l'opposition à l'autoritarisme, je la partage. Mais l'autoritarisme, c'est l'absence d'autorité. Parce que l'autoritas vient de l'Empire, c'est une hiérarchie qui est naturelle. Comme il disait pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Brigades Noires, on n'a pas besoin d'avoir de gré ou de galon, parce que nous autres, nous savons reconnaître nos chefs. Donc la hiérarchie, c'est que le chef, ça existe dans toute la nature. Donc c'est la victoire du bon sens, la victoire de... Bon, évidemment, il faut une sélection. Et donc, pour qu'il y ait une sélection, il faut voir qu'est-ce qu'on fait, parce que si on fait de l'alpinisme, c'est une chose, si on fait du ski, c'est une autre. Donc, évidemment, si on est en train de passer notre vie, comme c'est toujours le cas, comme des grognards passifs spectateurs, auxquels nous sommes aussi nous-mêmes cloués, on n'arrivera nulle part. C'est normal. Donc, on passera tout notre temps à pleurnicher, parce que c'est le cas. Par exemple, je dis un truc, évidemment, à pleurnicher sur l'immigration, alors qu'il y a, par exemple, seulement, il est parti un bateau d'Autriche, d'Autriche il est parti, mais avec l'Autrichienne a bloqué, fait un blocus alors que tout le monde était en train de parler, donc on peut faire les actions, mais surtout, à part qu'on peut faire les actions, il y a un problème de fond. C'est que s'il y a l'immigration, c'est aussi parce qu'il y a mort démographique. Bon, je ne dis pas que c'est que pour ça, mais il y a ça aussi. Donc, si on n'arrive pas à se mettre d'abord debout, c'est pas la peine d'essayer de trouver dans quelque athlète de la grecque ou romain ou je ne sais plus quoi les modèles qu'il faudrait remettre sur notre ordinateur. Il faut ici, comme disait justement le grec, Rhodus, c'est ici que tu sautes. Donc, il faut faire les choses réellement. Donc, il faut revenir au vécu. Et quand on revient au vécu, les choses vont toutes seules, d'une certaine manière. Parce que quand on commence à réfléchir, c'est l'opinion. L'opinion, ce n'est plus la connaissance. Et donc, c'est la démocratie. Et ça, c'est le vrai problème. Est-ce que les Français n'ont pas cette tendance, justement, à se réunir sur un plan strictement intellectuel et qu'il y a un déficit dans l'ordre de l'incarnation, dans l'ordre de l'exemplarité, dans l'ordre de l'action aussi? Ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Parce que tout peuple et aussi tout milieu national
ont leurs qualités, leurs défauts, et ils ont la tendance à, disons que quand pour des raisons quelconques on n'arrive plus à faire les choses, on essaie de se complaire sur ses propres défauts. Mais ce qui ne sont pas pires ou mieux que les autres. Donc, je veux dire, on pourrait renverser l'agression. Je ne pense pas que ce soit une question ni les Français ni les Français. Je pense que ce soit une question en soi. L'actuelle phase mentale. Je dis souvent que nous sommes atteints du sida mental, en général. Et c'est ça qui nous bloque. Et alors, ce n'est pas en recherchant Proudhon, duquel on peut trouver des choses intéressantes, mais ce n'est même pas en recherchant, je ne sais pas, Mussolini, duquel on peut trouver des choses beaucoup plus intéressantes, qu'on ne trouvera rien, parce qu'on peut faire, il y a des gens qui ont le buste de Mussolini à la maison, et qui sont commandés par leur femme, et qui ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, qui ne soit pas complètement inutile, stupide ou routinaire. Donc, il faut toujours repartir de soi-même. Et les choses vont avec. Mais l'axe impérial est fondamental. C'est l'axe impérial qui permet tout ce que Proudhon ou que Maurras, qui ne sont pas d'accord entre eux, voulaient justement. C'est-à-dire la liberté des régions, la liberté locale, la liberté des corpos, les autonomies. C'est l'ordre de clan. C'est l'ancienne forme indo-européenne qui doit simplement avoir conscience d'elle-même. Gabriele, merci. Merci à vous.